Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Josée Bournival. Et Josée, juste avant la pause, on parlait justement de la fausse couche. Et dans l'ouvrage, souvent on se demande qui t'es là-dedans. Oui, je me fais souvent poser la question, est-ce que c'est Lily qui te ressemble le plus? Est-ce que c'est Esther? Puis non, il n'y en a aucune. En fait, je suis un peu de ces 4 femmes-là que j'ai exacerbées pour créer des personnages différents. Il n'y a rien d'autobiographique, ou presque, dans mes romans. Y en a-tu un peu d'autobiographie? Tantôt, on parlait de la fausse couche. Est-ce que c'est le cas? Ben, c'est la première fois, honnêtement, que j'aborde un sujet vraiment de ma perspective à moi et que je fais vivre à mon personnage ce que moi j'ai vécu. D'ailleurs, tout ce que j'ai écrit sur la fausse couche dans le tome 3 de Bébé Boom, c'est presque du copier-coller de ce que moi j'ai connu, de ce que moi j'ai traversé. De ce que j'ai trouvé difficile, de ce que j'ai trouvé pénible à travers tout ça, des différentes émotions qui s'enlignent les unes à la suite des autres. J'avais de la difficulté, en fait, à le faire vivre différemment à mon personnage. Peut-être parce que c'est encore récent pour moi, tu sais, même si ça fait un petit peu plus que 2 ans, il reste qu'un deuil, c'est long à faire. Je venais d'accoucher de Blanche, qui est mon bébé soleil qui est arrivé après la fausse couche. Et écrire ça, ça a été terriblement pénible. Tu sais, même encore aujourd'hui, je suis enceinte présentement, j'en parle, puis ça me rend émotive, c'est sûr et certain. Mais tout ce que vit le personnage, moi, je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ma fausse couche que je raconte. Et c'est vraiment la première fois que je me mets à nu comme ça, à travers un des personnages. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui vont aller t'en jaser dans les salons du livre. Je pense que oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, la fausse couche, c'est un sujet malheureusement qui touche énormément de couples. Si ça peut apporter un peu de réconfort, parce qu'on s'entend, j'avais pas besoin de raconter aux gens comment j'ai vécu ma fausse couche. J'ai pas ce besoin d'exhibitionnisme-là en moi. Je pense que je suis allée dans ce que je connaissais le mieux, puis la manière dont je l'ai vécu pour que ce soit authentique, pour que les femmes puissent se dire, OK, je suis normale. Moi, je l'ai vécu comme ça aussi, ou à la limite, je l'ai vécu différemment, mais je vois que, OK, c'est vrai que ça peut être difficile, puis que c'est correct d'être difficile, c'est correct d'aller dans son chagrin, c'est correct de trouver les gens déplacés autour de nous, c'est correct de trouver que les enfants réagissent étrangement à la nouvelle, alors que tu t'attendais à ce qu'ils aient le même ressenti que toi par rapport à l'événement. Je peux donner un petit détail quand on annonce, évidemment, la fausse couche aux enfants. C'est toujours un moment qui est difficile pour nous. Puis 30 secondes après, moi, j'ai une de mes filles qui a demandé qu'est-ce qu'on mange pour souper. Pour elle, la nouvelle, elle était complète. Maman avait perdu le bébé, on passe à autre chose. J'avais reçu ça comme un poignard dans le cœur et c'est sûr que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le roman. Il y a ce genre de petites scènes-là qui ponctuent la vie de mon personnage pratiquement tout le long du roman, où tu te souviens, t'as beau retomber enceinte après, tu te souviens tout le temps, t'as toujours cette peur-là clouée au ventre, de voir du sang dans la cuvette, de perdre de nouveau le bébé qui grandit en toi. C'est vraiment une épreuve difficile. Moi, il y a beaucoup de crainte aussi. Oui. Parce que je lisais hier ton blog que t'as sur Naître et grandir, où tu racontais justement à ta première grossesse, l'enfant est né prématurément, Clémentine est née plus rapidement, et t'avais la crainte au deuxième que ça se passe encore une fois, là. Oui, on dirait c'est notre expérience, hein, c'est ce qu'on a vécu, c'est notre bagage, alors on a de la difficulté à déposer ça, à mettre ça de côté, puis à se dire, c'est vraiment différent cette fois-ci. Tu sais, c'est le même corps qui porte un nouveau bébé, alors t'as l'impression qu'il pourrait traverser les mêmes problèmes, rencontrer les mêmes difficultés. Donc, c'est sûr que c'est des traumatismes aussi parce que je pense que la majorité des femmes, lorsqu'elles tombent enceintes pour une première fois, elles s'attendent à un conte de fées. On présente la grossesse comme étant tellement un bel événement dans la vie d'une femme. On les voit à la télé, les femmes enceintes épanouies, avec une peau de pêche, l'œil brillant, les cheveux, là, tu sais, magnifiques, avec une humeur extraordinaire. Mais malheureusement, c'est rarement ça qu'on vit, hein, lorsqu'on est enceinte. Les chambardements hormonaux nous rendent irritables, on peut être agressive, on peut être larmoyante, physiquement on prend du poids, on contrôle pas non plus la prise de poids enceinte, alors on n'est pas toujours bien dans sa peau, il y a des petits dérèglements au niveau des hormones et tout ça, donc on s'attend à quelque chose d'extraordinaire qui ne se présente pas tout le temps. Donc la naïveté que tu as lors de ta première grossesse, tu ne la possèdes plus pour les subséquentes. Et c'est une tristesse, puis c'est peut-être aussi une bonne chose en même temps, mais c'est sûr que plus tu as vécu de grossesse, plus tu sais qu'il y a des variables qui peuvent se présenter puis que tu peux vivre plein de choses différentes et tu t'attends pas à tu sais, moi, je suis à ma 5e grossesse, là, je m'attends pas à un conte de fées.
Je sais que ça en sera pas un. Je le vis du mieux que je peux. Il y a des aspects extraordinaires qui demeurent. Tu sais, sentir ton bébé bouger, c'est absolument génial. Mais tu sais, là, j'approche de l'accouchement qui devrait survenir dans le prochain mois. Et je sais ce que c'est des contractions maintenant. Je sais ce que c'est donner la vie. Et c'est sûr que ça fait peur. C'est tellement plus grand que toi. Tu peux pas aborder ça avec naïveté en disant que tout va bien aller. Tu sais qu'il y a des choses qui peuvent mal tourner. C'est sûr que tu l'as en tête, même si tu essaies de pas y penser. Mais je te dirais que moi, en lisant le tome 3, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'en veux. Et je te dirais que mon envie d'avoir des enfants a un peu diminué après avoir lu le tome 3, parce que je voyais toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur la vie professionnelle, sur la vie de couple. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, c'est ce que j'avais dit à mon éditeur lorsque je lui ai remis le manuscrit. J'ai dit, je pense que c'est le plus noir des 3. Oui. Il y a encore de l'humour, il y a encore, évidemment, des aspects loufoques, sympathiques et tout ça, mais pas autant que dans le premier, où là, on riait un peu de l'innocence des personnages par rapport à la parentalité, de l'inconnu que ça représentait pour eux. Là, on est dans autre chose rendu au 3e tome, parce qu'ils ont des enfants, ils ont une certaine expérience, et effectivement, tu réalises que c'est pas un conte de fées, puis c'est très concret, puis c'est là pour rester. Ça va pas s'en aller, cette petite merveille-là là, qui grandit, qui a 1 an et demi. Donc, effectivement, c'est le plus sérieux des 3 tomes, mais je pense qu'il est quand même sympathique et agréable à lire. Mais c'est vrai qu'il pose une réflexion peut-être un petit peu plus en profondeur sur ce que c'est être parent, sur ce que ça implique dans la vie de l'adulte qui choisit d'avoir des enfants. Mais quand j'en ai parlé à ma sœur, parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais ma sœur en a, puis elle m'a dit, c'est la réalité. Mais je pense depuis le début que je suis assez collée à la réalité des parents, à ce qu'ils peuvent vivre. Pour moi, c'était important parce que c'était l'idée aussi de créer Bébé Boom, c'était d'offrir aux lectrices et aux lecteurs quelque chose de différent. Il y a beaucoup d'histoires de célibataires à la recherche du grand amour. Quand t'es parent, ça te rejoint un petit peu moins parfois. Oui. Donc, je voulais un livre où les gens allaient pouvoir se retrouver, allaient pouvoir rire, parce que mon Dieu, que c'est tellement ça! Et là-dessus, je pense que j'y suis arrivée. Je pense que je peux le dire avec fierté. Je suis assez collée sur ce que vivent les parents. Et ce que je trouve mignon aussi, c'est que chacun des tomes est dédié à tes enfants. Oui! Ben écoute, c'était un peu un fantasme personnel dès le départ, parce que moi, je savais que je voulais 4 enfants. Et l'idée, c'était de faire 4 tomes à la série, d'en dédier un à chacun de mes enfants. Donc, évidemment, le premier est dédié à mon aînée, Clémentine, le second à Simone, et celui qui vient de paraître est pour Blanche. Là, j'ai comme été un peu embêtée parce que mon chum a hésité pour un 4e enfant. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire si j'en écris un 4e? Et pour moi, c'était rendu, à mi-parcours, je dirais, de l'écriture de la série, c'était rendu évident que je devais faire un 4e tome. Je t'expliquais tout à l'heure que pour moi, Bébé Boom, c'est l'ensemble des grands bouleversements qui arrivent dans la vie des parents. Bon, écoute, j'aurais pu en écrire, mais il y en avait un à côté duquel je pouvais pas passer, puis c'est la finalité de la famille. Parce qu'il vient un temps où tu te dis, bon, OK, je pense que notre famille est complète. Tu peux ne pas avoir la même opinion que ton conjoint. Ça aussi, c'est un gros boom. Ça arrive souvent, ça. Moi, j'en veux un. Lui, il en veut plus. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on tranche? C'est 50-50, là. Qui va l'emporter? Puis pourquoi? Sur la base de quel argument on va trancher? C'est pas évident quand t'as pas le même désir au niveau du nombre d'enfants. Il y a parfois des circonstances de la vie qui font que tu ne peux plus avoir d'enfants. Ça aussi, ça peut être triste de dire, j'en ai 1 ou j'en ai 2, j'aurais aimé une grande famille, puis je pourrais pas pour diverses raisons qui sont extérieures à moi. Je voulais aborder aussi tout l'aspect du qu'est-ce qu'il reste de nous deux maintenant que ce projet-là qui nous a réunis dès le départ puis qui nous a tenus ensemble pendant des années est complété. La famille est faite. On a l'impression souvent qu'on est une équipe parentale beaucoup plus qu'un couple. Qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qu'on a comme projet maintenant? Où est-ce qu'on s'en va? Je trouvais ça très, très important d'aborder cette facette-là et c'est ce que je vais faire dans le 4e et dernier tome de la série. Le 4e qui est pas mal tout écrit? En fait, le premier jet est tout écrit. Je suis à la relecture, puis j'ai commencé la correction. Un autre fantasme, ça aurait été de finir ça avant l'arrivée du bébé. Je sais pas si j'y arriverai, mais c'est sûr que dans les prochains mois, je termine tout ça. J'aimerais que ça sorte au printemps. Les lectrices ont été bien patientes avec le tome 3, puis ils l'ont attendu longtemps. Je m'étais juré que j'allais faire plus rapide pour le 4e tome, et je souhaitais l'écrire plus rapidement parce que je sais ce que c'est les premiers mois de vie avec un bébé. Je sais que c'est difficile d'écrire, en tout cas pour moi, avec un nourrisson qui est allaité et avec quand même 3 autres enfants qui sont toujours présents, faut pas les oublier. C'est ce qui fait que le tome 3 a sorti un petit peu plus tard. Blanche venait de naître. Je me suis mise à l'écriture du roman, puis j'avais un bébé qui
très demandant de sa maman, qui avait besoin d'être cajolée, portée, bercée, allaitée fréquemment. Donc, maman n'a pas dormi pendant plus d'une année ou presque. Donc, ça a été vraiment plus long à écrire le 3e tome. Mais dans le fond, c'était parfait, Amélie, parce que j'y traitais de la conciliation travail-famille et c'est ce que je devais faire à titre personnel. Donc, ça s'est bien présenté. Puis, tu vois, l'écriture du 4e sur la finalité de la famille arrive aussi en même temps que je le vis personnellement. Donc, ça a suscité plein d'émotions, puis je pense plein de beaux moments à venir pour les personnages. On a très très hâte de lire le tome 4 parce que le tome 3 se termine avec plusieurs intrigues où on se demande ce qui va arriver aux personnages. Moi, c'est ce que j'ai lu beaucoup sur Facebook, des lectrices qui ont déjà terminé le tome 3, ils ont hâte avec impatience de lire le tome 4 pour voir ce qui va arriver aux filles. Mais c'est sûr que quand tu écris une série avec différents tomes, tu veux pas clôturer un chapitre, si on veut, de l'histoire avec toutes les réponses, puis en laissant les gens rassasiés. Tu veux effectivement qu'ils aient envie de voir la suite, qu'ils soient curieux de connaître ce qui va arriver au personnage. Mais je pense que l'intrigue est encore plus grande dans celui-là que dans les autres. Oui, effectivement. Ben, tu sais, c'est sûr que tu travailles ton écriture aussi. On parlait tout à l'heure de l'émotion qui est un petit peu plus présente, qui est un petit peu plus profonde peut-être que ce que j'avais dans le premier tome. Ça me ressemble aussi, tu sais. Fait que je suis contente d'y être parvenue, d'être arrivée à ça. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'intrigue, de l'enchevêtrement, si on veut, des différentes histoires des personnages, ben en tout cas, j'ose croire que je m'améliore aussi d'un tome à l'autre, même si, tu sais, j'avais essayé de rendre ça le mieux que je pouvais dans le premier tome. C'est sûr que tu gagnes en expérience comme auteur d'un tome à l'autre. Et oui, je suis assez fière de celui-là, honnêtement. Quand j'ai remis le manuscrit à mon éditeur, quand il l'a lu, il m'a dit que c'était mon meilleur. Fait que je me suis dit, si lui, qui a de l'expérience, pense ça, je dois être sur la bonne voie pour continuer. Est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre après? Pour encore écrire en tant qu'auteur d'autres ouvrages? Je vais te dire ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est quand je suis allée à la Foire du livre de Bruxelles. Ah oui? Oui, parce qu'ici, tu sais, même si mon roman connaît beaucoup de succès, même si j'ai beaucoup de lectrices qui attendent les tomes et tout ça, j'ai toujours eu comme un sentiment d'imposteur un peu, étant donné que j'ai fait de la télé, que je suis un visage qui est connu grâce à la télévision. Des fois, je me demandais si les gens le lisaient juste pour savoir ce que l'ancienne chroniqueur de Salut Bonjour aux cheveux roux frisés écrit, ou si c'était vraiment parce que le livre les intéressait. Et il y a 1 an, mon éditeur belge m'a invité à aller à la Foire du livre de Bruxelles. C'est là qu'on s'est vu? Oui, on s'est vu en février. Et t'avais beaucoup de fans qui étaient là, qui avaient lu les ouvrages. Oui, puis je vais te dire qu'avant de partir, je me souviens de la conversation que j'ai eue avec mon conjoint à l'aéroport avant de prendre mon vol pour m'en aller là-bas. Puis je lui disais, tu sais, je me demande honnêtement pourquoi je m'en vais là. Tu sais, j'ai un livre qui est sorti dans les derniers mois, je suis pas connue. Tu sais, si je suis chanceuse, je vais signer 2 autographes. Je me disais, je vais dédicacer 2-3 livres pendant toute la durée de mon séjour. Et je pense sincèrement que j'en ai signé plus là-bas qu'à Montréal. Et ça, pour moi, ça a comme validé mon travail. J'ai comme fait, OK, ces gens-là ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils ont aucune idée de qui je suis, ils me connaissent uniquement comme auteur et ils font des kilomètres en train ou en voiture pour venir me rencontrer pour faire signer mon livre. Ça m'a touchée, puis j'ai fait, OK, donc je peux maintenant dire que je suis une auteure. J'ai le droit de le dire, j'ai le droit de l'admettre, c'est reconnu comme tel à l'étranger. Ça m'a fait un grand, grand bien. Ça a comme validé mon écriture, ça m'a donné le droit de croire que oui, je peux écrire, j'ai un certain talent à ce niveau-là. Puis oui, j'ai d'autres idées pour après Bébé Boom. Après le 4e tome, moi, j'aurais fait le tour de ce que je souhaitais aborder sur ces sujets-là. Pour l'instant, du moins. Peut-être, parfois, je me dis, c'est drôle, j'ai l'impression que dans 7-8 ans, peut-être, je pourrais écrire un 5e tome sur l'adolescence des enfants, quand les enfants de mes personnages auraient grandi. Mais je pense encore là que tant que je n'y serai pas moi-même avec ma petite famille, je me sentirais un peu imposteur de l'aborder comme ça. Donc, il faut que je laisse passer les années. Donc, peut-être qu'il y aura ce petit retour-là vers Bébé Boom dans plusieurs années. Mais sinon, moi, je vais être prête à passer à autre chose, au même titre que dans ma vie personnelle. Ce 4e enfant que je porte est le dernier. Donc, après ça, on tourne la page, on passe à autre chose, il faut aller vers de nouveaux projets et j'ai déjà des idées d'écriture. Si tu me permets, Josée, on va s'arrêter. Dans les prochains instants, on parle de tes coups de cœur littéraires. Excellent.